L'histoire commence avec Marie-Anne, une petite fille accueillant ses parents et son nouveau petit frère, Chion, qui sera notre protagoniste. Dès à présent, ils partageront une grande aventure. 3 ans plus tard, on les voit jouer ensemble, mais la supériorité physique de Marie est évidente. Le pauvre Chion ne comprend pas comment Marie peut avoir autant d'énergie. Leur père arrive, heureux de voir Marie toujours aussi joyeuse et Chion, déjà très mature pour un enfant de 3 ans. Marie-Anne, surnommée Marie, remarque également cette maturité. Chion fait des choses inhabituelles pour son âge, comme aider sa mère, se comporter très correctement, ne pas mouiller son lit, et même imaginer qu'il possède des pouvoirs en secret pendant la nuit. Une nuit, Chion demande à son père si les monstres existent. Celui-ci répond que oui, c'est pourquoi ils ne doivent pas quitter la propriété, car c'est trop dangereux. Chion demande alors si les fées et les esprits existent. Le père répond qu'il n'a jamais entendu parler des esprits, mais que les fées existent, bien qu'elles soient rares et difficiles à trouver. Enthousiasmé, Chion demande ensuite si la magie existe. Son père semble perplexe, alors Chion précise qu'il parle de pouvoirs permettant de manipuler les éléments et de créer quelque chose à partir de rien. Le père, bien qu'instruit, n'a jamais entendu ce terme et doute de son existence. Il suppose que les gens ordinaires n'en ont probablement jamais entendu parler non plus. Curieux, il demande à Chion où il a entendu parler des esprits, des fées, de la magie et des monstres. Marie interrompt en demandant à son frère s'il va bien, remarquant qu'il semble pâle. Mais Chion la rassure en disant qu'il n'a rien. À partir de ce moment, Chion ne mentionne plus ces sujets. 3 ans plus tard, Marie s'entraîne intensément à l'épée, tandis que Chion passe son temps à lire. Il lui demande pourquoi elle s'entraîne si dur. Marie lui répond qu'en tant que grande sœur, elle veut être prête à protéger son petit frère, surtout si un monstre apparaissait. Elle a remarqué qu'elle est douée pour le combat physique, alors elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux. Cela l'a aussi aidée à accepter qu'elle n'est pas aussi intelligente et qu'elle doit miser sur ses forces. Chion ne sait pas quoi penser, ne s'étant jamais imaginé cela. Plus tard, on voit Marie s'entraîner encore et encore. Même son amie Rose est impressionnée qu'elle ne se lasse pas de répéter les mêmes exercices toute la journée. Marie invite Rose à se battre, mais cette dernière refuse, disant qu'elle est fatiguée. Rose, une blonde curieuse, demande si Chion est toujours enfermé à étudier. Marie répond que oui, comme toujours. Rose trouve intéressant que bien qu'ils soient frères et sœurs, Marie et Chion soient complètement opposés. Cela rappelle à Marie que son frère étudie sans relâche, obsédé par la magie du néant. Un jour, quelque chose commence à briller dans l'eau. Quelques jours plus tard, Marie n'hésite pas à emmener Chion à cet endroit. Chion est inquiet, car l'endroit est en dehors du périmètre autorisé, mais Marie est convaincue que cela en vaut la peine. C'est ainsi qu'un moment plus tard, des sphères lumineuses commencent à émerger de l'eau, juste avant le coucher du soleil. Marie ne comprend pas pourquoi cela se produit. Chion lui demande si leur père et les autres sont au courant de ce phénomène. Elle répond que oui, elle a montré cela à leur père dès qu'elle l'a découvert, mais, étonnamment, il n'a pas été capable de voir les sphères lumineuses. Cette révélation a éveillé une grande curiosité chez elle. Elle voulait savoir si Chion, lui, serait capable de les voir. Chion se demande alors si cette incapacité à les percevoir est quelque chose qui affecte seulement les adultes. Mais Marie précise que même certains enfants ne peuvent pas les voir et que, apparemment, chaque personne les perçoit différemment. Par exemple, elle voit les lumières comme si elles clignotaient, tandis que d'autres les voient comme une lumière continue. C'est très intriguant pour Marie, qui pense que cela pourrait être lié à la magie, un sujet que Chion avait mentionné il y a longtemps. Chion est surpris qu'elle se souvienne de cela, et Marie lui répond qu'évidemment, elle s'en souvient. Bien qu'elle ait une mauvaise mémoire, tout ce qui concerne son petit frère lui reste gravé dans l'esprit. Elle ajoute qu'après cette conversation, elle avait remarqué à quel point Chion avait été découragé. Elle a donc voulu l'emmener ici pour lui montrer cette merveille. Chion est profondément ému par ce geste, et tout finit bien entre eux. Leur lien semble encore plus fort. Le lendemain, ils sont tellement enthousiastes qu'ils finissent leur déjeuner pour la première fois, laissant leurs parents perplexes. Après cela, les deux retournent au lac pour attendre le coucher du soleil. Cependant, cette fois-ci, Chion souhaite explorer les environs pour découvrir d'où viennent ces sphères lumineuses. Marie pense qu'elles viennent du lac, ce qui semble évident. Mais Chion émet l'hypothèse qu'une créature vivant dans l'eau pourrait en être responsable. Cela le fascine tellement qu'il veut absolument en découvrir l'origine exacte. Marie, bien qu'elle ait du mal à réfléchir sur ce genre de sujet, décide de soutenir son frère dans cette quête, car il est si enthousiaste. Chion propose un plan, ils utiliseront 3 seaux en bois, chacun contenant quelque chose de différent, des pierres dans le premier, du sable dans le deuxième, et des plantes aquatiques dans le troisième. Ils ajoutent également des poissons, mais ils n'ont pas encore réussi à en attraper. Malgré cela, Chion est si heureux qu'il remercie sa sœur de l'avoir accompagné dans cette aventure si spéciale. Marie lui répond que ce n'est rien, car elle est sa grande sœur, et c'est son rôle de le soutenir. Tous deux sont ravis de cette recherche liée à la magie et espèrent obtenir des réponses. Finalement, ils attrapent un poisson, une truite, un poisson assez commun dans la région. Soudain, Rose apparaît et demande à Marie ce qu'ils sont en train de faire. Apparemment, Rose ne connaissait pas Chion.
Après des présentations assez formelles, Rose demande pourquoi il pêche précisément dans ce lac. Marie ne sait pas vraiment répondre et dit que son frère est celui qui a la réponse. Rose commence à demander au protagoniste s'il peut voir les sphères lumineuses. Il répond que oui. La jeune femme blonde trouve ce phénomène étrange mais fascinant. Apparemment, Rose est aussi une grande admiratrice de ces sphères. Elle vient souvent au lac pour les observer au coucher du soleil. Chion, curieux, lui demande si elle en sait plus sur les sphères, comment elles se forment, ce qu'elles sont exactement, etc. Malheureusement, Rose avoue qu'elle ne fait que les regarder sans chercher à en comprendre davantage. En passant, elle demande à Chion de s'éloigner un peu, car il est trop proche. Cela semble légèrement agacer Marie, mais on passe rapidement au moment du coucher du soleil. Les sphères commencent à émerger, mais l'expérience des sauts n'a pas fonctionné, malgré les efforts de Chion pour recréer les conditions du lac. Chion est persuadé qu'il doit y avoir beaucoup plus de créatures dans l'eau, mais Rose, qui ignore leur nombre exact, estime qu'il serait impossible de les rassembler toutes. Chion décide alors de se jeter dans l'eau pour explorer, une idée folle qui pousse Marie à l'accompagner. En entrant, Chion remarque que l'eau est étonnamment tiède et chatouille légèrement. Il tente de voir ce qu'il y a dans le lac, mais l'eau est trop trouble pour distinguer quoi que ce soit. Cependant, il découvre quelque chose d'intéressant, il pense que les sphères sont produites par une créature aquatique, peut-être des poissons ou autre chose. Quand Marie lui demande pourquoi il pense cela, Chion répond que la lumière semble provenir d'un endroit précis dans le lac. Malheureusement, il est encore impossible de déterminer quelle créature en est responsable. Malgré l'absence de réponse claire, Chion remercie sa sœur pour son aide. Marie lui rappelle qu'ils sont de la même famille et qu'il n'a pas besoin de la remercier pour tout ce qu'elle fait. Mais Chion insiste, et Marie finit par accepter ses remerciements. Rose, de son côté, est ravie qu'ils aient attrapé quelque chose, une truite était une femelle. Cela les surprend, car attraper des mâles est beaucoup plus facile, tandis que les femelles restent généralement dans des zones plus profondes et difficiles d'accès. Rose explique que c'est la saison de frai, ce qui explique pourquoi les femelles sont plus proches de la surface, rendant leur capture plus facile. À cet instant, des sphères lumineuses commencent à émaner de la truite femelle. Enfin, ils comprennent d'où viennent ces sphères. Chion pense que ces lumières font partie du rituel de parade nuptiale des truites étaines. Marie ne saisit pas bien ce que cela signifie, alors Rose lui explique que c'est comme lorsqu'un poisson dit à un autre qu'il devrait se marier, fonder une famille, et ainsi de suite. Amusée, Marie suggère qu'elle pourrait fonder une famille avec Chion dans le futur, mais ce dernier lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs, et que ce genre de choses n'est pas possible. À cela, il semble évident que tout le monde est d'accord avec lui. Le sujet devient très gênant, à vrai dire. Le lendemain matin, Marie raconte que sa mère s'est fâchée contre elle. La raison? Elle lui a dit la même chose qu'au protagoniste, qu'elle voulait se marier avec Chion. Évidemment, sa mère a très mal pris cette déclaration, et comment ne pas se fâcher en entendant cela? Marie essaie d'oublier ce sujet, mais il semble qu'il reviendra de temps à autre. Elle est triste, car elle veut rester auprès de Chion pour toujours. Mais si elle ne peut pas se marier avec lui, chacun finira par se marier avec quelqu'un d'autre, ce qui les séparera. Chion lui explique qu'il est désolé, mais qu'ils ne pourront pas se marier. Cependant, il ajoute qu'il ne se mariera pas non plus avec une autre personne. Ainsi, il pourra toujours l'accompagner tout au long de sa vie, et ils pourront continuer à vivre des aventures ensemble dans ce monde incroyable. Si jamais leur père posait problème concernant l'héritage familial, Chion plaisante en disant qu'il adopterait quelqu'un à la place. Chion semble sincère et lui réaffirme qu'ils ne peuvent pas se marier. Pour apaiser Marie, il la prend dans ses bras pour qu'elle ne soit pas triste. Cependant, quelque chose d'étrange se produit, le jeune protagoniste commence à briller. Il pense d'abord que cela pourrait être de l'énergie magique, ce qui l'emballe énormément. Mais en y réfléchissant, il réalise que cela pourrait être lié à l'énergie des truites étaines. Lorsqu'il est entré dans le lac, cette énergie aurait pu se graver en lui. Chion ne comprend pas complètement, mais il soupçonne que le rituel de parade nuptiale des truites soit lié à la situation. En même temps, sa promesse à Marie de ne pas se marier semble avoir déclenché une réaction magique. Marie, bouleversée, s'enfuit en pleurant. De son côté, Chion est désormais convaincu que la magie existe réellement dans ce monde, bien qu'elle ne soit pas encore développée. Cela le motive à créer et développer des techniques magiques dans ce nouveau monde où il a été réincarné. Dans la scène suivante, un homme regarde son minuteur. Il semble heureux d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Selon lui, ceux qui restent vierges jusqu'à cet âge deviennent des sorciers. Il ne peut contenir son excitation. Il a attendu ce moment si longtemps qu'il est enfin prêt à lancer son premier sort de feu. Cependant, rien ne se produit. Après avoir tenté plusieurs sorts sans succès, il est épuisé. Rien ne fonctionne. Il décide alors d'invoquer une créature légendaire, mais encore une fois, rien ne se passe. Résigné, il ne peut accepter que la magie n'existe pas. Déçu par un monde qu'il trouve ennuyeux, il décide de dormir pour se préparer à une autre journée de travail. Cependant, au lieu d'être renversé par le célèbre camion Kun, c'est une crise cardiaque qui semble avoir pris le relais. L'homme se retrouve confronté à une situation qui met sa vie en danger. Il réfléchit à son existence et à la manière dont ce monde ne lui correspond pas.
Ce qui le motivait à continuer à vivre, c'était l'idée que la magie existait. Il croyait qu'en restant vierge jusqu'à 30 ans, il deviendrait un sorcier. La magie était son seul moteur, mais la réalité lui a prouvé le contraire. Pourtant, tout semble sur le point de changer. 3 ans plus tard, il se consacre entièrement à l'étude et à la recherche sur la magie. Malgré son scepticisme croissant, il découvre finalement une possibilité d'existence magique. Il essaie de lancer un sort, mais cela échoue à nouveau. Réalisant qu'il doit recommencer par les bases, il doute encore de la réalité de la magie. Soudain, Marie arrive pour lui proposer une pause goûter. Mais avant cela, il veut lui dire quelque chose. Après un moment d'hésitation, il lui avoue qu'il l'aime beaucoup. Marie rougit, et à cet instant, une lumière s'active en lui. Xion se demande si cette lumière nécessite qu'il se confesse à chaque fois. Cela lui semble absurde et embarrassant. Mais Marie, d'abord fâchée, est ensuite touchée par sa sincérité. Elle lui pardonne et lui demande s'il a découvert quelque chose d'autre. Xion lui explique que ses pouvoirs semblent liés à ses émotions, notamment lorsqu'il avoue ses sentiments. Marie, un peu perdue, écoute attentivement. Xion décide alors de tenter autre chose. Il réfléchit à d'autres émotions fortes, comme la joie, l'excitation ou l'anticipation. Après un moment de concentration, il réussit enfin à briller de manière consciente, même si cela ne dure que quelques secondes. Marie est impressionnée par ses progrès, et Xion est ravi d'avoir provoqué un phénomène qui défie la logique. Il en conclut que la magie existe bel et bien. Xion compare son expérience à celle des anguilles électriques, qui possèdent un organe spécial leur permettant de percevoir et de générer des champs électriques. Il suppose que les habitants de ce monde pourraient avoir un mécanisme similaire pour percevoir et produire de l'énergie magique. Il nomme cette capacité état de charge magique, décrivant la capacité consciente d'émettre de l'énergie magique. Regardez le visage du protagoniste après avoir utilisé un peu de magie, c'est un rêve devenu réalité. Marie ne peut s'empêcher d'être heureuse pour son frère, car elle ne l'avait jamais vu aussi joyeux. Après un certain temps, on apprend que le protagoniste est en état de charge magique depuis plus d'1 mois. Grâce à cela, il a découvert plusieurs choses. Premièrement, pour entrer dans cet état, une émotion intense est nécessaire, mais maintenir une telle émotion est extrêmement difficile. Bien que, selon lui, s'il s'agit de colère, il pourrait probablement la maintenir plus longtemps. Deuxièmement, le nombre de fois par jour où l'on peut entrer dans cet état est limité, car utiliser toute son énergie magique disponible entraîne une fatigue soudaine. Troisièmement, si l'on pousse ses capacités magiques jusqu'à la limite, lors de la prochaine utilisation, cette capacité aura augmenté. Quatrièmement, cet état, tout comme les sphères d'énergie, n'est pas visible pour ceux qui n'ont pas d'aptitude magique. Ceux qui en ont peuvent le voir et ressentir une chaleur en touchant cette énergie. Enfin, cinquièmement, et c'est le plus problématique, Xion ne peut pas projeter de sphère de lumière. Il pense que son niveau d'énergie est si faible qu'il ne peut qu'illuminer son corps, ce qui le rend incertain sur ses capacités. Il craint d'avoir moins de magie qu'un poisson. Malgré ce sentiment de stagnation, il refuse d'abandonner. Il se rappelle que les truites brillent avant de libérer des sphères de lumière. Il décide donc de s'inspirer de ce processus. Xion essaie d'éclairer son corps et de diriger son pouvoir vers son bras droit. Mais c'est très difficile, invoquer des émotions positives est instinctif et émotionnel, tandis que se concentrer sur un membre précis est un acte logique. Ces deux processus opposés sont complexes à synchroniser. Il pense alors à inverser le processus, s'il réunit son pouvoir dans sa main droite, cela pourrait le rendre heureux. Et ça marche. Xion réussit, et il ne peut s'empêcher de ressentir une grande satisfaction. Il tente de frapper avec cette énergie, mais finit par se blesser. Bien qu'il n'ait pas pu détruire quoi que ce soit, il est heureux d'avoir généré une lumière puissante. Xion appelle cela l'accumulation magique, et le fait de le faire consciemment, l'état d'accumulation magique. Il est ravi de cette avancée et continue de s'entraîner jusqu'à épuisement. Le lendemain, Xion, Rose et Gawain, son père, participent à un entraînement d'escrime. Gawain les avertit de prendre cet exercice au sérieux. Même une épée en bois peut être dangereuse. Xion proteste, disant qu'il ne veut pas se battre, donc apprendre l'escrime lui semble inutile. Mais son père lui explique qu'une épée ne sert pas qu'à combattre des personnes, des monstres dangereux rôdent en dehors du village, et il devra se défendre. Rose montre de grandes aptitudes et Gawain lui dit qu'avec un entraînement rigoureux, elle deviendra une grande épéiste dans un futur proche. Puis vient le tour de Marie, qui est très rapide et talentueuse avec l'épée. Cependant, son père la surpasse aisément. Il la félicite pour son attaque surprise mais lui conseille de réduire l'amplitude de ses mouvements. Il l'encourage à continuer, affirmant qu'elle aussi deviendra une combattante exceptionnelle. Pendant ce temps, Xion retourne à ses propres exercices. Il se concentre sur l'idée que libérer la magie accumulée dans sa main droite le rendra heureux. Malheureusement, il n'y parvient pas encore. Le protagoniste se demande s'il fait quelque chose de mal. Avant, il atteignait rapidement ses limites après seulement quelques essais d'accumulation magique. Maintenant, il peut essayer jusqu'à 20 fois sans que cela ne donne de résultat. Déçu, il envisage de faire une pause et de revoir ses méthodes. Son père frappe alors à la porte et lui demande s'il est occupé. Xion répond que non,
et son père lui propose de l'accompagner pour une promenade à Historia. Historia est une ville située dans la région d'Heth, là où vivent Xion et sa famille. Bien que ce soit la ville la plus proche, le trajet a été difficile pour Marie. Gawain explique qu'ils sont venus pour faire des courses, passer à la forge, puis rentrer chez eux. Il demande à ses deux enfants de ne pas s'éloigner, car il serait facile de se perdre. Xion, un peu déçu, avait espéré trouver des indices sur la magie, mais en tant qu'enfant, il doit rester près de ses parents. Cependant, il décide de noter tous les lieux intéressants pour y revenir une fois adultes. Pendant qu'ils attendent leurs parents, Xion remarque que Marie semble agitée et lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui répond que non, qu'il doit s'imaginer des choses. Les courses terminées, il se dirige vers la forge. Là, Gawain tombe sur Grast, un vieil ami. Grast demande s'il est venu pour récupérer sa commande, une épée très résistante destinée à Marie. Il se présente aux enfants comme un ancien camarade de leur père et, après une plaisanterie avec Gawain, il apporte l'épée. Marie reçoit son cadeau, une épée légère et facile à manier, parfaite pour elle. Elle ne peut cacher son excitation devant une arme aussi incroyable. Sur le chemin du retour, Marie se sent coupable d'avoir été la seule à recevoir un cadeau. Elle s'excuse auprès de Xion, qui lui rappelle que c'est son anniversaire, qu'il est plus jeune, et qu'il ne veut pas d'épée de toute façon. Marie lui dit qu'il devrait être un peu plus égoïste parfois, mais Xion répond qu'il l'est déjà, puisqu'il l'a convaincu de participer à ses expériences magiques. Alors qu'il marche, Xion aperçoit quelqu'un portant un objet étrange au loin. Il demande à son père ce qu'il y a dans cette boutique. Gawain lui répond que ce n'est rien d'important et qu'il n'a pas besoin de savoir. Xion s'excuse, mais il est convaincu qu'il a vu un panneau indiquant vente de fées sur cette boutique.